Hey, bonjour tout le monde. On est en live. Mon nom c'est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec François Bégin. François Bégin, merci d'avoir accepté l'entrevue. Ça fait plaisir, Julien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. François Bégin, il était venu dans mon radar qui avait publié un livre qui s'appelait. Et là, je me souviens que les nouilles chinoises. Ah, c'est bon. Écoute, déjà, Oui, tu as ça. boxer, nouilles chinoises et finances. There you go. Génial. Puis c'est un livre sur les finances personnelles qui disait essentiellement quelque chose que je pense puis que beaucoup de monde pense, c'est que l'école nous apprend absolument rien sur les finances, puis les finances, c'est à peu près le système d'exploitation de la vie. Puis t'as ton émission, puis François aussi conférencier, une émission aussi toutes les semaines sur l'argent, donc je suis content de l'avoir à l'émission. Premièrement, François, parle-nous un peu de ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu t'es qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet des finances personnelles? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu le hasard de la vie qui m'a amené à devenir banquier en premier, hein. J'ai travaillé pour une grande banque canadienne pendant 6 ans. C'était une amie, en fait, avec qui je suis allé au secondaire, qui à chaque année m'appelait et me disait: François, viens donc travailler pour la banque, tu serais bien chez nous, on a des bonnes conditions. Et moi, à l'époque, Julien, je vendais des voitures. Je travaillais chez OK. Lexus à Québec. J'étais un vendeur de voitures haut de gamme. Puis je disais: ouais, mais écoute, je gagne bien ma vie. Des vendeurs de chars, ça gagne très bien dans sa vie Mm. quand ça performe. J'étais top vendeur au Québec. Fait que ça allait super bien. Ça me tente pas de baisser de salaire à ce point-là. Je comprends que les conditions de vie sont meilleures. On fait moins d'heures. On fait du 9 Mm. à 5 au lieu de faire du 9 à 9. Mais je n'étais pas prêt. Puis à un moment donné, elle m'appelle et elle dit: François, là, écoute, ça fait peut-être 3-4 ans que tu me dis non. Là, tu ne pourras pas me dire non. J'ai la job parfaite pour toi. On ouvre une force de vente. Déjà, ça rimait intéressant dans ma Mm. tête. Hypothécaire, donc ce qu'on appelle communément un démarcheur hypothécaire. Mm. Puis on cherche des gens qui ont un background en vente. Là, le revenu, les potentiels sont illimités. Tu fais ton horaire. Moi, juste de me faire dire, tu fais ton horaire, ça sonnait de la musique dans mes oreilles. Je voulais avoir des Mm. enfants à ce moment-là. Fait que c'est ce qui m'a amené à quitter mon emploi bien rémunéré de vendeur de voitures puis de m'en aller travailler pour la banque, gravir les échelons. Puis rapidement, là, à chaque année, je me suis mis à doubler mon volume parce qu'on est payé en fonction du volume qu'on rentre au niveau hypothécaire, qu'on est démarcheur. Puis j'ai fait le Donc, triple champion. tu travaillais directement avec des gens qui voulaient un prêt hypothécaire, tu travaillais avec les Ouais. courtiers ou OK. En fait, moi, ma job, Julien, c'était de trouver de la nouvelle clientèle. OK. Ça veut dire que c'est sûr que de faire du porte-à-porte puis de dire: Hey, as-tu besoin d'une hypothèque? C'est long centre d'influence, donc des gens qui peuvent te référer de la business. Donc, je me Mm. suis mis à développer des liens d'affaires avec plusieurs courtiers immobiliers, constructeurs de Mm. maisons neuves, des planificateurs financiers qui m'ont référé de la business. OK. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 6 ans. Après ça, je suis parti de la banque pour devenir courtier hypothécaire à mon compte. OK. Donc, au lieu d'avoir une banque, j'en avais Ouais. 15. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est un peu la déception que j'ai vécue comme intrapreneur, si tu veux, parce que quand tu es démarcheur Mm. hypothécaire, tu n'as pas de salaire de base, tu es payé 100% en commission. Mm. Puis, la déception au niveau que moi, je rêvais d'accompagner des investisseurs immobiliers dans l'achat d'une première propriété, puis Mm. après ça, de grandir leur parc immobilier avec eux. Mm. Mais j'ai découvert que le monde bancaire, des fois, il y a des termes que tu ne connais pas, comme risque d'exposure, quand que la banque te dit, ben là, on a trop prêté à ce client-là, même s'il est bien bon, Mm. on ne veut plus y prêter. Fait que pour un gars comme moi qui était payé à la commission, c'était pas super motivant. Fait que j'ai décidé d'être plus autonome, d'avoir plus de choix de prêteurs, puis de faire Mm. le move pour devenir courtier. OK. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Puis, j'ai découvert à travers le courtage une passion pour le prêt privé avec des clients que j'ai surnommés les grands brûlés de la finance. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette Non. expression-là, mais un grand brûlé de la finance, pour moi, Julien, c'est quelqu'un qui a malheureusement pris des mauvaises décisions ou s'est rendu dans une situation qu'il est sur le point de tout perdre, hein, Mm. avant la faillite. Mm. Puis le dénominateur commun que ces clients-là avaient, que ces gens-là avaient, tu le disais tantôt en début d'entrevue, c'est beaucoup le manque d'éducation. Fait Mm. que je me suis rendu compte que beaucoup de ces gens-là, il y avait un point commun, c'est qu'on ne leur avait pas appris la base sur les finances personnelles. Fait que OK. je faisais du prêt privé hypothécaire à 18% d'intérêt, ce Oh qui est my très, God. très cher. Mais la compagnie avec laquelle je le faisais, on avait vraiment une belle mission, c'est-à-dire que pour accepter un dossier, il fallait avoir un plan de sortie qui était viable. Il fallait Mm. que ce soit du court terme. Fait que OK. le but, ce n'était pas de reprendre la maison du client, c'était de l'aider à cheminer là-dedans. Je me suis amené à accompagner les gens à rebâtir leur crédit, rebâtir une santé financière
éventuellement pouvoir graduer du prêt privé pour retourner dans une institution financière traditionnelle. Et tout ça m'a amené à cheminer une idée que j'avais en tête depuis longtemps, d'écrire un livre sur les finances personnelles, de partager cette passion-là qui m'anime. Puis le titre du livre a découlé Oui. parce que toi et moi, on est de la même génération. Si je parle aux gens de cours d'économie familiale au secondaire, la plupart des gens vont se rappeler qu'ils ont appris à faire, moi dans mon cas, à Rochebelle, à Sainte-Foy, c'était de cuisiner des nouilles chinoises puis de coudre des boxers. Peut-être que ta Ah, version, toi, est les différente. biscuits, c'est les biscuits? Moi, je pensais Les que non. biscuits, donc there you go. Fait que moi, mes biscuits à moi, c'était mes nouilles chinoises. Fait que j'ai dit, Christy Colette, ma prof d'économie familiale, que je salue à toutes les fois que je fais une entrevue parce que c'est une femme extraordinaire. Elle enseignait le programme gouvernemental, c'est pas de sa faute, je la blâme pas. Mais sa job, c'était d'enseigner l'économie familiale, à coudre des boxers, faire des nouilles chinoises. C'est tellement d'économie. On pourrait tellement apprendre des choses beaucoup plus importantes à nos enfants dans les écoles, entre autres comment épargner, faire un budget, s'acheter une maison, payer ses impôts, mettre de l'argent de côté. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Fait que j'ai mis ça dans mon livre, Boxeur de chinoise et finances. Puis je me suis amusé avec le projet. Puis depuis, ben, je continue à rouler là-dessus puis en Cool. parler. Yep. Puis je te ramène encore plus loin dans le passé. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu es capable de mettre un chiffre exact sur ce montant-là? Ça me ramène dans ma jeunesse où est-ce que ma mère va rire en écoutant ça. J'ai trouvé genre 40 pièces à terre, puis je ne sais pas quel âge j'avais, là, j'avais peut-être 6 ans. Là. J'ai décidé Wow! de le C'est laisser beaucoup, là. là, ça. J'ai décidé de What? le laisser là parce que je me suis dit, la personne qui l'a perdu va être triste, donc elle va pouvoir le récupérer quand elle va repasser par ici. Ce qui était tellement stupide. Mais bon, ma candeur d'enfant. Wow. Puis, quelques années plus tard, j'ai commencé jeune à travailler. Je passais les journaux, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans, là, dans la jeune adolescence. Euh, il est arrivé une invention qui est la carte de guichet, la fameuse carte de guichet Interac. Ceux qui ne le savent pas, Interac, en passant, c'est un regroupement de banques. Ce n'est pas un OBNL, c'est vraiment des banques qui sont derrière ça. Le but, c'est de rendre l'argent accessible. Puis Interac, si tu penses à ça 2 minutes, on pourrait philosopher là-dessus des heures, mais ça a vraiment transformé la façon qu'on a accès à notre argent. Parce qu'avant, il fallait aller à la banque, mettre notre relevé à jour, aller voir combien d'argent qu'on avait, aller retirer à la banque. Et à partir du moment où il y a eu Interac, on était capable d'avoir accès à notre argent 24 heures sur 24, peu importe où est-ce qu'on était, instantané, sans savoir combien d'argent qu'on a dans notre compte de banque. Et c'est là que le bas blesse, c'est que si tu dépenses sans savoir combien d'argent que tu as, ben, la vie est belle, tu sais, puis à un moment donné, tu vas aller même dans du négatif, dans la marge de crédit. Fait que ça, c'est mon deuxième souvenir, je te dis, dans Cool. des années similaires avec l'argent. Cool. Ce qui m'amène là, je te ramène au présent. C'était quoi ton revenu l'année dernière? C'est drôle, j'adore ta question. Elle est très malaisante, mais elle ne l'est pas en même temps pour un gars comme moi, dans le sens que j'ai étudié plus de 1000 bureaux de crédit de différents clients. Fait que pour moi, des revenus, je suis un peu T'en as vu. désensibilisé. Je suis capable de te dire avec fierté parce que, bon, il y a aussi le côté qu'au Québec, l'argent, c'est un peu tabou. Oui. On juge encore un peu ceux qui font de l'argent. Je ne suis pas millionnaire, je gagne un excellent revenu, je gagne plus de 100 000 par année. Ça ne me dérange pas de t'en parler. Puis, ceci étant dit, quand on prend des risques dans la vie, tu sais, pareil en investissement, tu parles beaucoup d'investissement chez Oui. Bacon, ben, plus le risque est élevé, plus tu vas pouvoir faire de l'argent dans la vie. Ben, moi, je pense que c'est un peu comme ça que j'ai vu ma carrière depuis les tout débuts. J'ai toujours, depuis que je me souviens, travaillé à commission, travaillé avec un pourcentage qui était flexible. Il y en a pour qui ça fait aucun sens de dire que tu ne sais pas combien tu vas gagner. Mais moi, en n'étant pas stressé de ça, en me disant, je vais focuser au bon endroit, puis le bon endroit, c'est de bien servir mes clients, bien servir mes gens. Ça m'a toujours amené à gagner des revenus dans les 6 chiffres depuis que je me souvienne que j'ai commencé à travailler. Ah ouais. Fait que à quel âge t'as fait ton premier Moi, je ne suis pas allé au cégep, Julien, après le secondaire. J'ai commencé à me faire les dents rapidement sur le marché du travail. C'est sûr que ces premières années-là, bon, c'était pas pareil, mais quand j'ai commencé à être dans la vente, je te dirais que j'avais quoi? J'avais peut-être 21 ans, 20, Wow. 21 ans. J'ai commencé à gagner très, très bien ma vie. Puis ma mère, je parle de ma mère souvent dans l'entrevue, Colin, mais elle me disait à l'époque, parce qu'à la fin, bon, tu fais ton rapport d'impôt, puis là, tu regardes ton cash, puis tu regardes ce qui reste dans ton compte. Puis ma mère, elle me posait une question qui tue, elle disait, il est où cet argent-là, François? Fait que oui, j'ai gagné 100 000 cette année, moi, mais j'ai rien mis de côté. Fait que ça m'a comme fessé dans la tête rapidement. Puis je me suis dit,
OK, il ne faut pas que je passe ma vie à me poser la question, il est où cet argent-là? Fait qu'à 24 ans, 23 ans, j'ai acheté mon premier duplex. J'ai commencé à investir en immobilier, mettre de l'argent de côté. OK. Fait que j'ai changé parce que moi non plus, j'arrivais pas d'une économie familiale, d'un enseignement d'économie où est-ce que j'avais pas de background financier. Là, j'ai une mère infirmière, un père un psychologue, ils ont fait leur possible pour me donner un bon background financier, mais j'ai fait mes erreurs aussi. Je me suis pété les dents souvent avec des mauvais choix financiers. Fait que je me suis dit, dans ma vie adulte, de jeune adulte, je me suis dit, il faut que j'arrête certains patterns que j'ai pour être capable de mettre de l'argent de côté pour la retraite finalement. Ah, ça a beaucoup de sens. Puis justement, ce qui m'amène, est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que tu as réussi à mettre de l'argent de côté? Parce que ma question, c'est quoi ton actif net aujourd'hui? Décidément, hier, je vais t'envoyer. On va faire comme Donald Trump, je vais t'envoyer une copie de mes placements, puis je vais être correct. C'est positif, c'est la bonne nouvelle. Souvent dans le négatif. Donc, j'ai quand même de l'équité pas mal sur mon immeuble. Fait que je te dirais que je ne suis pas dans les centaines de milliers, mais je dois être à plus 40-50 000 là, dans ce OK, coin-là. cool. Puis, c'est quoi ton meilleur conseil pour s'enrichir? Meilleur conseil pour s'enrichir, c'est de prendre sa vie en main. Ça, c'est quelque chose qui, souvent, on a tendance à être un peu sur le pilote automatique avec nos finances personnelles. Il y a beaucoup de gens, quand je fais une conférence, quand je fais tout le temps la même joke, quand je viens à parler de budget, je dis, OK, je vais vous demander de barrer les portes dans la salle, s'il vous plaît, parce que la prochaine portion de la conférence, je vais parler de budget. Puis souvent, les gens, ils n'aiment pas ça, se faire parler de budget, donc ils quittent à ce moment-là. Fait que je pense de prendre sa vie en main, ça veut dire de ne pas laisser les choses aller. C'est sûr que des gens qui te suivent déjà sur Art Bacon, je pense que c'est des gens qui déjà s'intéressent à la pièce, s'intéressent à leurs Mmh. finances. Alors moi, je m'adresse peut-être plus ou moins aux gens d'Art Bacon que les gens dans la population générale qui n'ont pas liké des fintechs, qui n'ont pas liké des Ouais. trucs en lien avec l'économie financière, en lien avec l'actualité financière. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que quand tu laisses les choses aller, ben, il y a des choses qui arrivent par eux-mêmes. C'est des choses qui arrivent par eux-mêmes qui te leadent vers éventuellement un stress financier, une détresse financière, devenir un grand brûlé de la finance. Ce n'est pas des gens qui ne gagnent pas bien leur vie. Julien, j'avais des clients, Mmh. moi, médecins, là, que j'ai accompagnés avec des hypothèques à 18 d'intérêt. Là, Oh my God. parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la vie peut te réserver. Tu sais, on parlait d'impôts tantôt. Si je décide, moi, que ben, je vais laisser aller mon rapport d'impôt, je ne le ferai pas, puis ça traîne, puis finalement, hop, je reçois un papier, je ne le check pas trop, je laisse ça aller, je suis sur le pilote automatique. Et là, à un moment donné, tu te réveilles, puis tu es rendu avec un avis de 60 jours que le gouvernement veut reprendre, dans le fond, son dû. Bien, quand tu te réveilles à ce moment-là, avec un avis de 60 jours entre les mains, puis que tu vas voir ton banquier, il est trop tard. Ton banquier ne peut Mmh. plus rien faire pour toi. Fait qu'il y a un moment où est-ce qu'il y a une cassure qui arrive, puis que si tu n'avais pas pris action, si tu n'avais pas pris ta vie en main avant, ben, tu vas payer le prix plus tard. Fait que ça Donc serait mon conseil. donc le conseil, ça serait de faire un budget puis de s'occuper de ses finances personnelles, à peu près? Ouais, faire un budget, c'est quelque chose qui est fastidieux. Les gens n'aiment pas en général. Moi, je prends ça à la légère, faire un budget. Pourquoi les gens n'aiment pas ça? Je pense que c'est parce que les gens pensent qu'un budget doit être fixe. Donc, comme un solage qu'on coule en béton, puis on dit ça, c'est mon budget, puis je ne peux pas déroger. Un budget ne veut pas dire qu'on ne peut pas se gâter. Moi, je suis un gars dans la vie qui dépense beaucoup. Même si j'ai un budget, je m'en permets des fois, puis même souvent, de le dépasser, mon budget. Mais l'important, c'est de revenir à la base, de se recentrer, puis de dire, OK, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas là? Là, ça fait 3 mois en ligne que je m'en vais piger dans mon découvert de mon compte, là, OK, où je suis capable Mmh. de me revenir dans le positif à la fin, mais qu'est-ce qui fait que je vais dans mon découvert? Là, OK. Fait que là, Mmh. je m'assois avec deux choses. D'un côté, combien d'argent je gagne. Ouais. Tu sais, je suis pas, mettons, tu m'as posé la question tantôt, je sais combien je gagne. Là. OK? Ouais. Moi, dans ma tête, c'est clair. Je ferais un vox pop dans la rue, puis je demanderais aux gens combien vous gagnez. Là. Mmh. Je suis sûr que 60 des gens, ils n'ont aucune idée. Ils vont te dire, ben, je ne sais pas, tant de piastres de l'heure. OK, mais par année, ça fait combien? Ah, aucune idée. OK. Fait que là, ça va pas bien si tu ne sais pas combien tu gagnes. Mais de l'autre côté, combien tu dépenses? Est-ce que tu sais combien tu dépenses puis pourquoi tu le dépenses? Est-ce que tu vas au restaurant souvent? Est-ce que tu as un grand poste budgétaire de loisirs? Fait que, mais une fois que ça s'est dit, ben, compare les deux. Combien tu gagnes versus combien tu dépenses? Est-ce que tu arrives dans le négatif ou tu arrives dans le positif? Si tu es dans le négatif, ça va pas bien. Parce que petit à petit, mois après mois, tu vas aller dans de la marge de crédit, dans une carte de crédit, puis à la fin de l'année, à la fin de 2 ans, à la fin de 10 ans, bien, ça s'accumule tout ça, puis éventuellement, tu n'es plus capable.
Puis on a vu des belles années où est-ce que le prix de l'immobilier a fait ça. Moi, quand j'ai acheté mon premier bloc, j'ai acheté mon premier duplex, comme je te disais, j'avais 21, 22 ans, j'ai payé ça 150 000. 150 000 pour un duplex à Québec, Limoilou, bien situé. Euh, je peux te dire que 6 ans plus tard, quand je l'ai revendu, je l'ai doublé mon investissement en 6 ans. Je ne pense pas qu'on va vivre ça dans les années où est-ce qu'on est présentement, des Hum, flambées aussi élevées. Fait que, il y a eu des années où est-ce que le monde disait, ah, ben, c'est pas grave, si je m'endette, je refinancerai ma maison, puis je paierai mes dettes de consommation hum, courante avec ma valeur sur ma maison. Tu ne peux plus faire hum, ça aujourd'hui, là. Il faut que hum, tu gardes les rênes plus serrées sur tes finances. Fait que oui, faire un budget, prendre le pouls de façon, moi je dis une fois par saison, 4 fois par année. Tu t'assois avec ton blond, ta blonde, ton chum, tu prends le temps d'ouvrir les livres et de dire, OK, là, ça, c'était ça qu'on avait budgété, c'est là qu'on est rendu. Puis c'est quoi mon objectif? Ça aussi, on peut se permettre de rêver, de dire, toi, tu veux-tu dans la vie, je ne sais pas moi, un jour avoir une maison, avoir un chalet, avoir combien tu veux d'argent à ta retraite? On ne pense pas à ça souvent hum. comme monsieur, madame, tout le monde. C'est-tu 1 million? Deux d'argent, ça te prend à ta retraite. Fait que pose-toi ces questions-là, puis prends action. Entoure-toi de gens, parce que tu ne fais pas ça tout seul. Tu t'entoures de gens qui diffusent l'information, des gens de confiance, un conseiller financier, Art Bacon. Tu vas lire l'information, puis après ça, ben, tu es capable de prendre ta vie en main puis de savoir où tu t'enlignes. Puis tu me parlais des grands brûlés de la finance, puis je me demande, c'est quoi ton opinion des cartes de crédit? Parce que il y a des gens qui sont super à leurs affaires, puis tu sais, ils ont des points récompenses, puis ils ont jamais payé un sou d'intérêt. Fait que tu sais, pour eux, dans le fond, ils payent pas de frais avec Interact. Il y a des frais quand même, Ouais. pas de frais de transaction, en plus des récompenses, donc c'est très, très positif. Et il y a d'autres gens qui ont toujours un problème où ils dépensent trop, puis moi, tu sais, j'ai rencontré des gens qui avaient carrément, tu sais, qui avaient coupé leur carte de crédit. Ils n'avaient pas fait faillite. Ils avaient encore le droit d'avoir une carte de crédit, mais ils avaient dit, ben, c'est fini pour moi, les cartes de Ouais. crédit. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde, les cartes de crédit? Ou... Ben, je pense que c'est dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est impensable de ne pas avoir de carte de crédit. C'est très, très difficile de fonctionner sans carte de Hum, crédit. Ceci étant dit, je pense que des cartes de crédit avec des limites de 10 000, puis de 5 000, puis de 20 000, c'est pas fait pour tout le monde. hum, Si toi, tu n'es pas capable de gérer ta carte avec un solde à zéro, ben, fais baisser ta limite de carte de crédit. hum, Vas-y avec un 1000 maximum. Fait comme ça, même si tu es à 1000 sur ta carte et qui est tout le temps loadé, ben, tu ne paieras pas de l'intérêt à n'en plus finir sur 10 000 puis tu ne seras pas hum, 30 ans à rembourser ça. hum. Ça serait mon premier conseil pour les cartes de crédit. Est-ce que c'est mauvais si j'appelle la compagnie de carte de crédit puis je réduis ma limite? Est-ce que c'est mauvais pour mon dossier? Ou... Aucunement. OK. Puis d'ailleurs, les compagnies émettrices de cartes de crédit ont la fâcheuse habitude, puis ça, selon moi, ça devrait être illégal, d'augmenter les limites automatiquement, Ah ouais. d'envoyer tu reçois des relevés, des lettres des fois, puis ça dit, ah, bref, vous êtes préqualifié, on a augmenté votre limite à temps, tolérez pas ça, rappelez tout de suite pour faire rabaisser ça. Hum, Il y a une chose qu'il faut garder en tête, par contre, puis j'ai vu aujourd'hui que tu as posté un article sur les bureaux de crédit, la hum, cote de ouais. crédit. Admettons que, OK, je prends le client qui a une carte à 1000, OK, puis sa carte est topée à 1000. Puis il dit, ouais, moi, là, je veux faire diminuer ma limite. Bon, peut-être que 1000, c'est pas bon comme exemple, mais je veux la faire diminuer. Fait que si tu as fait diminuer, avant d'avoir remboursé ton solde, tu vas te ramasser, tu vas avoir une limite à 500, mais un solde à 1000. Hum, Ça, c'est très, très, très négatif sur un bureau de crédit, hum, l'impact que ça a sur ton score de crédit. Fait que ça, c'est des choses qui se hum, planifient, il faut le réfléchir avant. Mais OK. tu es toujours mieux d'avoir maximum 50 de ta limite qui est atteinte, dans le fond. Si tu as une limite de 1000, vise à ne pas avoir plus que 500 sur ta carte de crédit. Si tu es le genre de personne qui garde un solde sur sa carte, ça va optimiser ta cote de crédit puis tu vas pouvoir avoir accès à des meilleurs taux et des meilleures offres dans le marché. Cool, merci pour le conseil. Puis pour les gens, tu sais, il y a plein de gens qui sont en arrêt de travail, qui ont une diminution de revenus présentement. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas sûr qu'on est capable de tout payer ses factures du mois, puis on veut quand même, puis je pense que tu es bien placé pour le savoir, la carte de crédit, c'est quand même un outil qui ouvre plein de portes pour les gens. Comment on fait pour préserver sa carte de crédit si on sait qu'on a un problème de cash flow, mettons, pour les 2 prochains mois? Est-ce qu'on appelle avant, dire je vais pas pouvoir faire mon paiement? Est-ce qu'on priorise des fournisseurs? Comment on gère ça? C'est une excellente question. Puis, en fait, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des choses à retenir là-dedans. Premièrement, c'est que il y a des choses qui sont négociables, il y a des choses qui sont non négociables. La règle d'or, la ligne de conduite par excellence, ça serait de garder le channel de communication ouvert.
parler à Mmh. vos créanciers, parler à votre monde. Maintenant, est-ce que tu as pas bénéficié de tous les incitatifs gouvernementaux qui sont Ouais. mis en place? Première question. Est-ce que tu as appelé ta banque pour dire, OK, ben là, peut-être que mes paiements hypothécaires, je pourrais les reporter dans le temps? Mmh. Ça, au début, quand ça a commencé en passant cette mesure-là, moi, je m'interrogeais sur l'impact sur le bureau de crédit. Puis Mmh. depuis, j'ai lu, puis j'ai confirmé avec certains banquiers aussi qu'il n'aurait pas OK. d'impact sur le bureau de OK. crédit. Alors, l'important, c'est de prendre entente. Si toi, tu dis, ah, ils m'ont dit à la banque que j'avais pas besoin de faire mes paiements hypothécaires, puis que tu coupes la valve, puis qu'il n'y a pas d'argent dans ton compte, puis que tu as un paiement qui passe, puis qui est sans fond, là, tu vas avoir un problème OK. parce que ça Mmh. va être calculé dans le système comme étant un NSF, un Mmh. chèque sans fond. Alors ça va t'amener beaucoup de problèmes. Mais si tu prends entente, si tu vas au-devant, tu appelles ton banquier, tu trouves des façons, tu appelles ton propriétaire, si c'est locataire. Peut-être que ton propriétaire, il a besoin de ton loyer. Il faut que tu respectes ça aussi. S'il dit, regarde, je ne suis pas capable de t'aider, moi aussi, j'ai des obligations, je suis à côté, bien, paye-le. Mais si ton locataire, ton propriétaire te dit, écoute, regarde, là, j'ai bien de l'équité sur mes blocs, ça fait 30 ans, 40 ans que j'ai mes blocs, on va s'organiser. Ça se pourrait que ton propriétaire soit smart et il dise ça. Là. Il y en a, j'en connais. Mmh. Fait qu'à ce moment-là, pour le rembourser, par exemple, respecte ton engagement, mais tu vas être capable d'avoir peut-être une ventilation. Après ça, ben, tu me parlais de couper Hydro, arrêter de payer d'autres affaires. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont des impacts sur le bureau de crédit, puis qu'il y en a qui Mmh. n'en ont pas. Oui, tu peux prioriser avec ce qui a de l'impact sur ton bureau de crédit pour préserver ta cote. Ça serait quoi, par Hydro-Québec, exemple? ben, Hydro-Québec, pour en parler, je suis certain que si tu les appelles et tu dis je vais avoir de la misère à te payer, ils vont prendre une entente de paiement avec toi. Mmh. Si tu es respect pour les appeler pour prendre une entente de paiement, si tu ne payes pas et ils te courent après, ça va être de plus en plus difficile. C'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre nos finances en Mmh. main, puis que tu te mets la tête dans le sable, puis que tu fais l'autruche. À un moment donné, tu vas pogner un mur, ils vont te couper l'hydro. Là. Puis ça, Mmh. c'est pas drôle parce que tu as des frais de rebranchement après ça. Ouais. Mais si j'avais à privilégier, mettons que, OK, comme dans ton scénario, il me manque de cash flow, j'ai fait couper mon hypothèque, j'ai fait ce que je pouvais, puis j'étais encore dans le besoin. Il y a une autre chose aussi qu'il faut se garder en tête, c'est qu'on dépense moins à la maison. Hein. Là, Mmh. moi, je ne suis pas Ouais. en arrêt de travail, je suis chanceux de pouvoir continuer à travailler, mais je me rends compte que même si j'en gagne un peu moins, ça va bien parce que je dépense beaucoup moins. Mais il y en Mmh. a qui sont dans des situations financières plus précaires. À ce moment-là, ben, c'est de prendre entente puis c'est d'appeler. Puis oui, si on est capable de favoriser des choses qui n'auront pas d'impact sur ta cote de crédit. Mais ultimement, là, même si je te dis que Hydro-Québec ne se rapporte pas au bureau de crédit, si ça se ramasse dans une agence de collection, là, tout ça, Ouais. là, ça va se ramasser sur mon bureau de crédit puis ça va impacter ma cote. Mmh. L'important, c'est de garder le channel de communication ouvert. OK. Hydro-Québec ne t'enverront pas en collection si tu respectes tes engagements et que tu as pris entente de paiement avec eux autres. OK, cool. Puis, une chose, tu sais, je sais que tu fais de la formation en vente, puis justement, je pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes de 21 ans là, qui font des salaires dans les 6 chiffres. Puis je trouve ça intéressant, parce que chez Arbekin, on parle beaucoup de placement, puis pour arriver au placement, il faut que tu épargnes une partie de tes revenus, mais c'est dur à dire à quelqu'un qui est au salaire minimum, puis qui habite à Montréal, puis qui a 1000 pièces de loyer par mois à payer. Tu fais le calcul, il reste pas grand-chose. C'est sûr que tu peux commencer, puis le meilleur moment pour commencer à investir puis épargner, c'est hier. Puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Mais c'est clair qu'à 10 pièces par mois, c'est un beau départ, mais on se rend pas, tu sais, si on fait le calcul, on se rend pas très très loin avec 10 pièces par mois d'épargne. Donc la partie revenu est intéressante pour moi, puis je pense que les ventes y ont beaucoup à voir. Pas forcément que de dire aux gens, ben, allez travailler en vente, Non, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à vendre leur expertise, qui disent, ah ben, tu sais, j'ai étudié pendant 15 ans je sais pas, là, quelque chose en chimie, mais personne ne sait qu'est-ce que je fais. J'ai l'impression que toutes les professions, s'ils étaient, peut-être pas les médecins, là, mais admettons, on enlève quelques professions réglementées, puis même, tu sais, même les professions réglementées, les avocats, les notaires, selon moi, s'ils sont bons en vente, peuvent faire plus d'argent. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait se former en vente? j'adore où tu m'amènes. Puis oui, la vie, c'est de la vente. OK? Moi, c'est mon oncle Yves qui m'a amené à réfléchir sur la vente. Je voulais être policier dans la vie, moi. OK? Puis j'avais pas des super notes au secondaire. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme un peu déprimé parce que j'étais pas accepté en technique policière. Puis je jase avec mon oncle que lui, il a vendu toute sa vie des cartes de souhait, les cartes OK? Carlton, puis Hallmark. Il vendait ça dans des pharmacies. OK? Euh, puis
il dit, François, il dit, pourquoi je te vois aller un peu comme personnalité, pourquoi tu n'as pas pensé à la vente? Et moi, je pars à rire, j'avais peut-être quoi, 16-17 ans. J'étais comme, ouais, on Hum, donc, Yves, là, de la vente, là, je sais quoi ça de la vente, là, je suis pas un vendeur. Puis là, il a commencé à m'expliquer, il dit, c'est quoi pour toi la vente? Il m'a challengé là-dessus, puis à un moment donné, ben, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai répondu, là, ça devait être vraiment poche, là. Il me dit, moi, c'est pourquoi j'aime la vente? Il dit, parce que pour moi, la vente, c'est aider les gens. Puis hum, il m'a amené à réaliser que je voulais être policier pour aider les gens. Parce que moi, c'est ça qui me fait vibrer dans la vie, c'est d'aider le monde autour de moi. Mais le policier, là, quand tu penses à ça froidement, là, oui, peut-être qu'il aide les gens, mais quand il donne un ticket, là, il est dans le négatif, là. Alors que le vendeur, quand il aide les gens, puis que vraiment, là, il fait une vente professionnelle, là, OK? Moi, je suis formé par l'Institut de vente professionnelle du Canada. J'ai un titre expert au niveau vente. Bien, la vente professionnelle, c'est d'abord de cibler les besoins de ton client. hum, Tu viens me voir parce que tu as besoin d'une hypothèque, tu as un besoin de te loger, tu as un besoin de trouver une solution adaptée à tes besoins. Puis c'est à moi, comme vendeur professionnel, de trouver ce que tu as besoin. Fait que la vente, il y en a dans tout. Il ne faut pas voir ça comme étant péjoratif. Il y en a des vendeurs qui sont des pédaleurs, qui sont des hum. crosseurs, mais ils ne devraient pas avoir le droit de porter le titre de vendeur, ces gens-là. Parce que la vente, moi, je trouve que ça devrait regagner des lettres de noblesse. Puis on en fait à tous les jours. T'es-tu en couple, Julien? Quoi? Es-tu en couple dans la vie? Oui, oui. Question, regarde, tu me poses des questions indiscrètes, je t'en pose Ouais. aussi. Ah ouais. Ben, toi, quand tu as réussi à te mettre en couple, tu as fait une vente, là. Tu as Ah été ouais. capable de te vendre, là. Fait que on en a dans de la négociation puis de la vente, il y en a dans tout. Fait que intéressez-vous à la vente, puis peut-être que justement, tu dis: «OK, moi, je gagne pas beaucoup d'argent, j'ai un gros loyer, je suis pas capable d'économiser». OK, bien là, tu as 2 choix dans la vie. Tu peux diminuer tes dépenses, ce qui Hum, est facile à dire, des fois moins facile à faire. Puis des fois, on a tendance à aller grosso modo aussi à dire: «Ah ben là, c'est juste 20$ par mois, c'est juste 5$.» Mais quand ouais. tu additionnes tout ça, OK, ça fait un gros magot. OK, première étape, tu diminues tes dépenses. Mais pourquoi tu n'augmenterais pas tes revenus? Prends ta vie en main. Si tu n'es pas content de ton salaire minimum, va trouver d'autres choses à faire, forme-toi dans d'autres choses, pars-toi une business on the side. Si tu n'es pas capable de vendre des produits, ben, vends des services. Il y a plein de façons avec le web aujourd'hui de se démarquer, de se développer, de se faire connaître. Il faut juste prendre un moment pour réfléchir qu'est-ce qui nous fait vibrer, avec quoi qu'on tripe. Puis après ça, tu vas être capable de trouver ta voie. Puis même, peut-être que tu ne seras pas millionnaire, là. Peut-être que ce n'est pas ton objectif de l'être, là. Mais si tu es capable d'augmenter ta qualité de vie parce que tu as un petit 5 000, 10 000 de plus par année parce que tu fais un peu d'activité. Il y a une chose là, que moi m'énerve bien gros, puis je me suis engagé à un coach professionnel. Je l'ai eu pendant 4-5 ans. Ça me OK. coûtait 600$ par mois. C'est de l'investissement, là. Wow. Tu sais, je te disais, mes années à la banque, là, j'ai doublé mon chiffre d'affaires là, à chaque année, mais c'est grâce à mon coach. OK. Ben, il m'a amené, mon coach, à travailler sur une chose, la gestion de mon agenda. OK. Tu es un gars hyper actif. Je suis sûr que si je regardais ton agenda, là, tu fais plus de choses que la moyenne des gens. Tu dois avoir un agenda, Julien, là, hyper casé comme le mien. Je ne sais pas comment Ouais. tu travailles, Pas mal, ouais. mais moi, quelqu'un Mais qui me même mes dit, tâches, tu sais, pas juste mes rendez-vous, mais mes tâches aussi dans mon calendrier. mais ça, c'est tellement important parce que quelqu'un qui fait, moi, j'appelle ça une to-do list, là, mais c'est pas je crois pas à ça, moi, des listes de choses à faire. C'est mets-le dans l'agenda. Ouais. Parce que si tu ne le mets pas dans le temps, tu ne le feras jamais, tu vas procrastiner. Moi, je ne suis pas un gars qui procrastine, je remets rien à demain, je fais ce qui est marqué dans mon agenda et c'est ce qui fait que je suis capable d'en faire autant. Fait que quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps de faire ça, je ne crois pas à ça, moi. Tu ne prends pas le temps de faire ça parce que les gens qui sont les plus demandés, c'est les gens qui s'impliquent le plus dans des causes, dans plein d'affaires, dans des CA. Puis moi, c'est ce que j'ai observé autour de moi. Puis ces gens-là, ça donne que c'est eux qui ont du succès et qui l'attirent autour d'eux. Non, mais je pense que tu sais, c'est une question de si c'est pas dans l'agenda. Tu sais, moi, je procrastine si je l'ai pas, là. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est une question de nature. Je suis pas un gars d'organiser de nature. C'est que ça marche pas si je le mets pas dans mon agenda, puis ça me fait chier de remplir mon agenda de cases. Puis les semaines que je le fais pas, je rencontre pas mes objectifs, puis je suis déçu. Fait que, tu sais, 1 heure d'investissement en poche à faire des cases dans un agenda versus 10 heures de productivité, c'est un bon deal. Donc ça, c'est un engagement que toi, tu as pris envers toi-même
de respecter tes engagements. Puis quand tu le fais pas, la seule personne que tu pénalises, c'est toi. Ton entreprise, elle va pas croître à la vitesse que tu voudrais qu'elle croisse, tes revenus non plus. Fait qu'il faut que tu te respectes assez pour respecter ce que tu mets à l'agenda. Fait que moi, ça m'a coûté 600$ par mois le découvrir. Toi, tu l'as peut-être fait gratuitement, mais coudonc, on a chacun cheminé dans nos affaires. Puis j'ai une question pour toi, je trouve ça intéressant, tu sais, l'idée d'avoir un coach. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir un coach? Moi personnellement, j'ai jamais eu de coach que je rémunérais, mais j'ai souvent, puis j'ai encore des appels avec toutes sortes de gens, tu sais, qui me conseillent, mais c'est pas la même personne. Fait que, tu sais, je sais, c'est une relation avec un coach, c'est plus proche, puis c'est plus régulier. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vais chercher de l'aide, mais c'est pas comme une relation avec un coach. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait soit, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les mentors. Moi, j'ai des mentors, mais j'ai pas de coach. Et il y a le coach. Et je pense que c'est des fonctions différentes aussi. Vraiment, le mentor va pas être là pour te dire nécessairement dans l'action de faire réfléchir à ce que tu devrais faire. Le mentor va être là pour te parler de ses expériences. Mm. Puis, il n'est pas obligé d'être dans le même domaine que toi, ton mentor, mais tu le respectes assez pour dire, ouais, toi, tu as dû en voir des affaires dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie Ah, personnelle. Parle-moi de ça. Puis, tu t'inspires de ce qu'il te dit, puis tu l'appliques dans ta vie à toi. Le coach te dit pas quoi faire, mais le coach, c'est un miroir. Il va te mettre un miroir, puis il va dire, pourquoi tu n'as pas fait ça? Comment tu t'es senti quand tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé si tu avais fait ça? Il va te poser des questions vraiment, comment tu te sens là-dedans pour t'amener à. Moi, mon coach, ce qu'il disait, c'est si tu veux avancer, il faut que tu aies, excuse l'expression, le cul, ça aligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es assis dans ta zone de confort, sur ton divan, puis que tu es bien, tu n'avances pas. Il faut que tu sortes de ta zone de confort pour avancer. Fait qu'il me challengeait. Moi, j'avais un coach extraordinaire pour ça. C'était un gars qui te challengeait. Puis quand il te disait quelque chose, puis pourquoi tu n'as pas fait ça, tu avais quasiment peur, là, parce qu'il avait l'air menaçant, là, il avait l'air mm, méchant. Là. Mais Christy, c'est ça que moi, j'avais besoin. Puis l'engagement de payer, oui, c'était cher, mais je me disais, tabarouette, je viens de payer 600$, là, puis je suis pas capable de faire deux, trois affaires qu'on s'est entendu ensemble, puis qui venaient de moi, en réalité, parce que le coach ne te dit pas quoi faire et t'amène toi-même à prendre mm, un engagement. Moi, j'y avais dit, je m'étais engagé envers moi-même que j'allais, mettons, je sais pas, je lance des chiffres, rencontrer 10 clients cette semaine. Je l'ai payé 600$ pour me dire ça, puis je l'ai pas fait. ouais. Fait que ça me C'est ramenait vrai. face à moi-même avec un miroir. Fait que oui, c'est ce que j'ai aimé de l'engagement financier là-dedans. Mm, Puis je le referais les yeux fermés parce que c'était un investissement dans lequel j'ai eu un retour sur investissement qui était probablement un de mes meilleurs investissements à vie parce que le 600$ m'a ramené tellement plus d'argent. Ça, c'est une question qu'on a posée à un moment donné. J'étais impliqué sur le CA du Festival de jazz à Québec, puis j'avais réussi, bon, j'étais avec la Banque TD, pour ne pas la nommer. La Banque TD est très impliquée dans le jazz. Puis j'avais réussi à convaincre la banque d'investir dans le Festival de jazz à Québec. Puis on est en conférence de presse, on annonce l'investissement, puis un journaliste qui pose la question, on était avec le premier VP de la banque, puis il dit ça serait quoi selon vous, là, c'était un peu dans le temps de la crise du subprime aux États-Unis, il dit ça serait quoi selon vous le meilleur investissement à faire présentement? Et il m'a scié deux jambes, Julien, il a dit un banquier d'expérience, là, 40 ans d'expérience, il dit le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est investir en soi. Hein? mm. Wow, un banquier qui dit ça, je dis OK, il y a de l'espoir, ils ne sont pas tous mauvais, il y en a des bons. Puis, C'est vrai. c'est vrai, puis plus t'es jeune, plus c'est vrai. Ça a l'air un peu macabre de dire ça, mais c'est clair que ton retour sur investissement, tu l'as pendant toutes les années qui te restent à vivre. Fait que c'est sûr, quand tu as 60 ans, puis tu as beaucoup de capital, peut-être que le meilleur investissement, c'est pas d'aller faire une formation universitaire de 3 ans, c'est peut-être juste de mettre ton capital dans une opportunité. Exact. Puis Mais le jeune qui est aux couches dans la vie, dans le sens qu'il n'y a pas grands engagements financiers, c'est le temps de prendre des risques. Lance-toi en affaires quand tu n'as pas de famille, de maison, d'enfants à faire vivre. C'est le temps de le faire. Moi, mon père m'a donné une chance inouïe. J'ai été capable, il m'a fait un logement à la maison. J'ai été capable de piler du cash. Quand je t'ai dit que jeune, je me suis acheté un duplex. C'est grâce à ça, tu sais. Fait que faites des tanguis de vous autres si vous êtes capable, si la situation le permet. Mais mettre de l'argent de côté, ça t'amène tellement ailleurs. Là. puis en terminant, qu'est-ce que tu penses qui va changer par rapport à la crise, la récession dans laquelle on est? Puis tu sais, là, je pense que le commerce en ligne qui augmente et tout ça, mais en tant que tu sais, pour nos finances personnelles, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Est-ce que tu penses qu'on entre dans un monde où tout le monde... Moi je pense pas que tout le monde va économiser plus. Là, c'est juste que c'est le choc, puis après ça, on va trouver d'autres moyens de tout dépenser notre argent. Mais
En tout cas, c'est quoi ta perspective, Ouais. comment ça va changer? Mettons, je mets ma boule de cristal, là, OK? Puis Ouais, je lis dans l'avenir, là, ouais. puis que je nous mets dans 1 an et demi, 2 ans d'ici, là, ça va avoir rien changé. OK? Ça, c'est moi qui parle. Mmh, J'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'on va revenir exactement où on était. Peut-être des petites différences, du genre un peu plus d'acceptation de télétravail. Il va y avoir un mmh, peu plus de souplesse là-dessus des employeurs. Peut-être qu'on va être plus groundé sur prendre du temps en famille, mais on va revenir rapidement dans nos souliers dans lesquels on vit depuis 20, 30, 40, 50 ans. Euh, Au niveau financier, je souhaite, ça c'est mon souhait le plus profond, que ça va vous avoir marqué assez pour vous intéresser davantage à vos finances. J'ai essayé de vivre de mon livre puis de vivre de mes conférences, puis j'ai pas été capable, Julien. Parce mmh, que, puis pas parce que j'ai pas travaillé, là. J'ai mis 80 heures semaine sur ce projet-là pendant 2 ans. J'en ai vendu des livres, là. Mais pour vivre de livres au Québec, puis vivre de conférences au Québec, il faut être connu, là. Tu sais, mmh. ça prend. Personne, tu dis dans la rue, c'est qui François Bégin? Personne ne me connaît. J'aurais souhaité, puis je me dis peut-être qu'un jour, puis c'est un projet loin. Mais qu'est-ce que ça m'a dit aussi, c'est que les gens ne sont pas intéressés par leur argent, par leurs finances. Puis ça me fait vraiment de la peine. Fait que c'est une chose que je souhaite que ça change, c'est ça, parce qu'il y a tellement de bon sens dans avoir un fonds de prévoyance, Mmh. mettre 3 mois de ton salaire de côté. Hey, j'ai le goût de m'adresser aux chefs d'entreprise qui sont en train de fermer présentement, puis de dire, des shaker, puis de dire, t'avais pas 3 mois de revenus de côté, tu es en train vraiment de planter. Il y en avait là, qui annonçaient des faillites. Là. Ça faisait 3 semaines qu'on était en confinement. Là. J'ai le goût de shaker ces gens-là, puis peut-être qu'ils ont des bonnes raisons, puis peut-être qu'ils me ramasseraient sur d'autres affaires que j'ai pas vues, mais de l'argent, ça en prend. Cash flow is king, on le sait, en affaires, dans nos vies personnelles. J'espère que ça va avoir changé ça, tout le moins. C'est mon souhait. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que on a de plus en plus de téléchargements puis de trafic, puis les gens, je pense, tu sais, ça fait mal, fait qu'ils regardent ça, mais c'est effectivement, donc, si on s'en va dans un autre marché haussier, les gens vont dire ah, ça va toujours monter, puis il y a plus de problème. Mais la vie est faite de cycles, donc Puis moi, je suis un gars foncièrement optimiste, fait que j'en ai profité pour personnellement prendre un prêt levier investissement puis investir. Je trouve que c'est t'as acheté un peut-être. bloc. Non, je suis allé vraiment dans des fonds, mais avec Ok, un prêt levier. ok, Là. ok, je comprends. Ouais, ouais. J'ai laissé l'immobilier jeter un petit peu. Là. De toute façon, là, le feu n'est pas pris là-dessus. Mais non, je suis allé vraiment. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un move bold comme ça, mais j'ai dit non, c'est le temps de le faire. Puis après ça, j'ai vu Buffett qui était peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non, mais à long terme, l'équité augmente. C'est juste qu'on C'est ne sait sûr. pas dans 2 ans. Je pense que c'est ça que Buffett disait. Il dit dans 2 ans, je ne sais pas on est où, mais à long terme, dans dix C'est ans, sûr. on est pas mal sûr. C'est sûr. Exactement. Cool. Ben, merci beaucoup, François, pour ta générosité ce soir. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Longue vie à Art Bacon, puis à toi, puis à tes projets. Merci beaucoup, François. Bye.